Il y a d'autres secteurs miniers, tels que le secteur de l'Atapulgite, avec des sociétés dont je ne citerai pas dans le détail le nom, où on a relevé des manques à gagner substantiels qui tournent autour de 4 milliards. Le secteur des hydrocarbures vient après. Ce secteur est en cours d'examen. Nous sommes en train de discuter avec les partenaires. Il y a d'abord le bloc de GTA, Grande Tortue, que nous partageons avec nos amis et frères de la Mauritanie. Ce bloc, comme vous le savez, qui est un bloc gazier, a débuté son exploitation depuis l'année dernière. Nous considérons que, sans pour autant aller dans le détail, les contrats qui ont été signés sont des contrats léonins que nous ambitionnons de discuter dans le fond. Mais dans un premier temps, ce que nous souhaitons, ce que nous voulons, dans le document qui sera publié, nous vous donnerons tous les détails sur ce que rapportera sur les 20 prochaines années chacun de ces blocs et ce que le Sénégal va gagner dans cette exploitation. Vous serez vous-même surpris. Parce que quand on parle de 40 milliards de dollars ou plus, et que le Sénégal ne puisse même pas avoir 800 milliards de dollars sur la même période, vous ne pourrez pas nous dire que nous gagnons quelque chose. C'est quasiment du dol, si on peut l'appeler ainsi. Et donc, sur ce bloc, nous envisageons d'engager les discussions. Mais en attendant, la priorité pour nous, c'est l'approvisionnement de nos besoins locaux à partir de ce bloc en gaz naturel. Les discussions sont en bonne voie et ceci est conforme au CRPP, au contrat de recherche et de partage de production, qui est très clair sur ces clauses-là. Le Sénégal a le droit, autant que de besoins, pour couvrir ses besoins du moins, a le droit de demander de manière préemptive à être approvisionné. Il y a ensuite le bloc de Yakar Teranga, qui est un bloc à 100% sénégalais. Un bloc extrêmement prometteur qui, à lui seul, devrait nous permettre de... Avant d'aller à Yakar Teranga, je voudrais dire que l'opération qui consiste à demander à GTA de nous approvisionner pour notre marché local en gaz devra nous permettre d'engager un gain projeté de 940 milliards sur la période 2025-2040 et des gains fiscaux de 1090 milliards. C'est vous dire donc l'importance de ces renégociations pour nos finances publiques, mais également pour notre économie. Parce qu'en plus de ça, ça nous permet de distribuer le gaz avec le réseau gazier sénégalais à toutes les entreprises qui en auront besoin et surtout les industries, de pouvoir soutenir notre politique industrielle d'industrialisation du Sénégal, mais également de casser le prix du gaz domestique, surtout avec le gaz associé de Sangomar. Pour Yakar Teranga, je disais donc que nous avons commencé les discussions et nous sommes à la phase finale de ces discussions. Yakar Teranga fait partie de ceux qui ont bénéficié de ces renouvellements de contrats durant cette phase, cette période critique. Parce que son dernier renouvellement date de mars 2024, c'est-à-dire le mois de l'élection présidentielle. Nous avons suffisamment d'outils et de bases, puisque les engagements n'ont pas été respectés, mais les discussions se font de manière consensuelle et nous sommes entendus pour que le Sénégal puisse reprendre ce bloc dans les semaines à venir sans avoir à débourser un seul franc
Et selon la stratégie que nous avons adoptée, nous avons adopté une stratégie qui est très simple. C'est qu'aujourd'hui, aussi bien pour le phosphate, pour le gaz, pour le pétrole, nous ne sommes plus dans une logique de signer des concessions à des partenaires et puis de se donner rendez-vous dans 25 ans. Nous développons une stratégie qui tienne compte de nos aspirations en termes de développement, en termes de consommation. Et ensuite seulement, nous trouverons le partenaire qui acceptera de s'inscrire dans cette stratégie-là. Peut-être le directeur général de Petrosen et le ministre viendront ultérieurement dans une autre rencontre sur cette stratégie, mais c'est aujourd'hui ça l'option que nous voulons. Pour tous ces blocs et pour beaucoup d'autres, parce que depuis qu'on est là, nous avons eu à résilier pas mal de blocs pétroliers. Le bloc de Diender, que nous avons résilié, le bloc de Differ Offshore, le bloc de Kayar Offshore Profond. Lui, je dis qu'on va le reprendre dans quelques jours, c'est celui de Yakateranga. Le bloc de Kayar Offshore peu profond, le bloc de Saint-Louis Offshore peu profond, le bloc de Rufus Offshore, tous ces blocs ont été résiliés depuis que nous sommes là, sous la conduite de Monsieur le ministre de l'Énergie et le directeur général de Petrosen. Nous sommes en train aussi de discuter dans le sens du redimensionnement des blocs. Je le disais quand on était dans l'opposition, les périmètres étaient trop vastes et trop grands. Et ce n'était pas conforme aux meilleurs standards internationaux. Le ministre est en train d'y travailler et nous pensons pouvoir finaliser, aller dans ce sens-là pour redimensionner les stocks, les périmètres, avoir la possibilité de plus de partenaires et donc de plus de gains partagés pour notre pays et pour ses partenaires. Sur ces questions, il y a des responsabilités également, je le disais tantôt. Parce que sur le secteur du pétrole et du gaz, ce qui s'est fait est particulièrement grave. Nous en avions parlé et tout ce qu'on est en train de faire au moment où je vous parle se trouve dans cet ouvrage que moi-même j'avais publié en 2016 à Paris, Pétrole et gaz, chronique d'une spoliation, que nous avions présenté avec nos amis de Paris en 2016. Le ministre me dit que cet ouvrage, je le lis tous les jours. Tous les actes qu'on est en train de poser, tout ce qu'on a dit était déjà écrit dans cet ouvrage. Il faut que les responsabilités soient situées. Si vous prenez les deux blocs qui sont en cours d'exploitation, notamment Yakateranga, qui est GTA qui est en cours d'exploitation, et Yakateranga, pour lequel au moins nous savons qu'il y a une partie des réserves qui sont aujourd'hui prouvées à hauteur de 2,7 ou 3 TCF. Ces blocs font partie de ceux qui m'ont motivé à écrire ce livre. Et nous avions parlé à l'époque d'un rapport que l'IGE avait produit et qui avait clairement dit qu'il ne fallait pas signer le décret qui venait approuver la convention. Ce rapport avait été retiré du circuit. Un rapport de l'inspection générale d'État qui disparaît du circuit. Et heureusement, fort heureusement, il y a encore des patriotes dans ce pays. Et un de ces patriotes avait par devers lui son exemplaire de ce rapport. Et je l'ai annoncé à plusieurs reprises. Il s'agit de ce rapport de l'IGE. Ce rapport avait clairement dit qu'il ne fallait pas signer, qu'il fallait carrément retirer ces blocs parce que ce qui a été fait avait été fait en violation flagrante du code pétrolier. Mais les enjeux financiers
ont poussé les autorités de l'époque, je parle des ingénieurs financiers personnalisés ou personnels, ont poussé les autorités de l'époque à passer outre et à signer. Et c'est pourquoi j'ai été saisi par des députés. Je mettrai à leur disposition toutes les informations pour que des commissions d'enquête parlementaires puissent voir le jour le plus rapidement possible et que tous ceux qui ont été à la base de ceci, ceux qui ont signé les accords, ceux qui ont signé l'arrêté, le décret de présentation, ceux qui ont signé le décret lui-même, qu'ils puissent rendre compte de leur forfaiture. Nous sommes encore en train de travailler sur des pistes beaucoup plus sérieuses, parce que dans ce rapport, on parle de pistes de corruption extrêmement graves, avec des montants très clairement spécifiés. Je ne vais pas me pencher sur cet aspect-là, mais dans les prochains jours, il y aura des développements. Toujours dans ce secteur, et par rapport au travail qui a été fait par le comité, au niveau des infrastructures également, mais avant d'aller aux infrastructures, je voudrais, pour ne pas sortir du secteur du ministère de l'Énergie et des Mines, aborder 2 ou 3 autres questions, notamment sur les mines et carrières. Sous la conduite du ministre ici présent, un excellent travail a été fait et a abouti à des décisions de retrait de beaucoup de permis de mines et de carrières. Nous allons en retirer à peu près 71 titres miniers et 71 titres miniers et de carrière, dont 14 titres sur l'or, 8 titres sur l'argile, 5 titres sur le basalte, 8 titres sur le calcaire, 1 titre sur le granit, 1 titre sur le kaolin, 1 titre sur le grès, 14 titres sur la latérite, 1 titre sur le manganèse, 1 titre sur le quartzite et 1 titre sur le sable. Ces titres sont retirés pour non-respect, non-conformité, parce que vous savez très bien qu'en la matière, la délivrance des titres est encadrée par un certain nombre de contreparties, d'obligations en matière d'investissement, en matière de respect des normes environnementales, etc., etc. Et tous les titres qui n'ont pas respecté ces engagements feront l'objet de retrait et de réattribution à des partenaires beaucoup plus sérieux. Avant-hier, en survolant le code des mines, j'ai appelé M. le ministre des Mines pour lui dire que dans les orientations, il était question désormais de voir comment immatriculer les titres au nom de l'État à travers la société qui s'occupe de ces questions, notamment la Société des mines du Sénégal, la SOMISEN, et de trouver des partenaires pour l'exploitation. Si on avait fait ça avec notre phosphate, quand j'ai été au Maroc en discutant avec le chairman de OCP et dans la perspective d'envisager éventuellement un partenariat, il m'a dit, ne concédez jamais vos mines. Vos mines, vous les gardez pour vous-même. Trouvez un partenaire industriel. C'est ce que le Maroc a fait pour que OCP soit le numéro 1 mondial. Ici, on donne tout et on se donne rendez-vous dans 25 ans pour de maigres retombées. Cela ne se passera plus comme ça et nous allons changer complètement la façon de faire. Toujours dans le cadre de ce ministère et sur l'excellent travail du directeur général de l'ASER, M. Jean-Michel Sen, des contrats ont été renégociés très tôt dès notre arrivée au pouvoir. Je vais citer le contrat de AEPOE et le contrat de Sagencom. Ces contrats ont permis de faire des économies de 11 milliards. Ces renégociations ont permis de faire des économies de 11 milliards 588 millions et d'électrifier 534 localités supplémentaires. Ceci est appréciable parce que ça vous donne un aperçu
sur le niveau de prédation qu'il y avait sur nos ressources à travers la surfacturation et les surcoûts. Je crois avoir fait le tour pour le ministre de l'Énergie et des Mines, qui est le ministre le plus sollicité, aussi bien par les travaux du comité que par les travaux qui ont été faits sectoriellement, le ministère lui-même, ses différentes directions générales. Pour les infrastructures, un travail a été fait également et a touché tous les secteurs pour lesquels il y avait des infrastructures critiques. Ce travail a permis, et je vous donne seulement un bilan d'étape. Tout ce que je suis en train de vous donner, c'est des bilans d'étape. Ce travail a permis de faire des gains de 103 milliards dans les projets de construction et d'équipement d'infrastructures éducatives dans les 45 départements. C'est un projet qu'on a trouvé sur place, un financement de 250 milliards. Nous avons pu faire un gain de 30 milliards, soit 12% de surfacturation accepté par le partenaire qui nous a permis de redéfinir la convention, de signer un avenant qui tienne compte de ce qu'on vient de dire. Le montant révisé passe de 250 milliards à 220 milliards. Et nous avons opté de réorienter ce gain de 30 milliards dans la construction et l'équipement de 2000 salles de classe supplémentaires en remplacement des abris provisoires. Pour le marché relatif à la construction, à la réhabilitation d'infrastructures pédagogiques et sociales dans les différentes universités, à l'outil en 5 lots. C'est un marché de 38 milliards. Les renégociations nous ont permis de le ramener à 32,8 milliards, soit un gain de 5,60 milliards et un taux de réduction, donc de surfacturation de 15%. Ces économies sont réaffectées à la réduction du déficit en infrastructures au sein de nos universités. Pour le projet de construction de la cité Terme Sud, une projection de 75 milliards, nous avons pu faire une réduction de 25 milliards, soit 33% de coûts additionnels identifiés, et le marché est revenu à 50 milliards. Et de commun accord avec les forces armées, nous avons décidé d'orienter ce gain des 25 milliards à la construction d'un immeuble sous-sol R+12 sur 4242 m² à Villa-Rose pour 108 logements d'officiers stationnés à Dakar pour 15 milliards et un projet d'extension des capacités d'accueil de l'École nationale des officiers d'active pour 5 milliards et 5 autres milliards en attente d'affectation. Pour la réalisation clairement d'un hôpital à Bakel et d'un centre de diagnostic et d'imagerie médicale au CHR de Fatick et la fourniture et l'installation d'équipements pour les services d'imagerie, la décision a été prise. Les négociations ont été faites pendant longtemps, mais in fine, la décision a été prise après consultation du président de la République de résilier totalement ce marché pour un coût projeté de 71,3 milliards. Parce qu'il a été noté beaucoup d'irrégularités et beaucoup de surfacturation. Pour le projet de construction de 15 centres de formation professionnelle au Sénégal, pour un coût initial de 50 milliards, nous avons relevé une surfacturation de 6,68 milliards, soit 13% de surfacturation. Le montant révisé est de 43,46 milliards. Nous avons décidé d'utiliser ce coût additionnel à la construction et l'équipement de 2 centres de formation professionnelle supplémentaires. L'ensemble, toujours pour les infrastructures, le comité avait travaillé sur
la question de la gestion de l'autoroute à péage. Vous savez très bien que nous l'avions épinglé ou dénoncé quand nous étions dans l'opposition. Il est question aujourd'hui, pour rééquilibrer, d'envisager la création d'une redevance pour le développement des infrastructures routières à hauteur de 15% des revenus projetés et d'augmenter la redevance domaniale à 10% des chiffres d'affaires projetés. Autant de mesures qui nous permettraient d'engranger à peu près 435 milliards de ressources additionnelles par année. J'avais oublié d'ailleurs le PSD, qui est un programme ambitieux de construction des infrastructures pour lequel également des coûts additionnels de 24 milliards avaient été relevés et enlevés du projet. Ce que je veux dire ici, quand nous parlons de ces mesures, il ne faut pas simplement l'envisager par rapport aux gains immédiats que nous chiffrerons, nous additionnerons et dès demain, peut-être le document circulera et vous rendrez compte sur ce qui a déjà été fait. Et nous sommes encore loin d'avoir terminé ce travail. Ce comité va continuer jusqu'à la fin de ce mandat certainement, parce qu'il y a eu tellement de choses qui ont été faites et mal faites dans ce pays. Mais ces gains immédiats qui sont déjà extrêmement importants, il faut les voir en perspective de ce qui va venir. Imaginez sur la masse du budget d'investissement du Sénégal, de tous les marchés financiers, qu'on puisse appliquer ce qui a été déjà fait ici. C'est en moyenne une économie de 15% sur les marchés qui ont été passés. Imaginez la réorientation de toutes ces économies dans d'autres infrastructures. Et c'est comme ça qu'on appauvrit un pays. C'est comme ça qu'on choisit le sous-développement plutôt que le progrès. Et c'est comme ça qu'on se retrouve, malgré les flux extrêmement importants de capitaux que le Sénégal a enregistrés sur ces dernières années, nous n'en voyons pas de résultats concrets. Imaginez tout ce qui s'est fait à Diamniadio, parce que toutes ces infrastructures vont être évaluées. Tout ce qui s'est fait un peu partout, sur les stades, les immeubles. Imaginez qu'il y ait de manière constante un surcoût en moyenne de 15%. Je vous ai donné ici, on a 33%, on a 17%, on a 12%, on a 13%. Donc, tous les surcoûts enregistrés dépassent ces 15%. Mais pour être le moins gourmand possible, je dis, imaginez sur le budget d'investissement du Sénégal qu'on applique un taux de récupération de 15%, c'est des centaines de milliards, minimum 500 milliards économisés. Combien d'abris provisoires on aurait pu résorber? On ne devait plus avoir d'abris provisoires dans ce pays si les financements avaient été bien orientés, mais surtout s'ils avaient été conformes aux meilleures pratiques et aux meilleurs standards. Et toujours dans ce cadre, nous avons travaillé dans d'autres secteurs comme les télécommunications. Je terminerai peut-être par ça parce que je donnerai au ministre lui-même le soin de faire des précisions ou de développer cet aspect. Également sur la gestion du patrimoine de l'État. Et M. le directeur général de la SOGEPA aura 10 minutes peut-être pour présenter cet aspect. Nous avons travaillé également dans le secteur de l'hydraulique. Je vous ai cité parmi les premières conventions qui ont été revues, figure celui du contrat pour l'usine de dessalement d'eau. Ça a pu poser un peu de problème, mais avec nos partenaires, les discussions sont faites. Ce contrat a été signé après l'élection présidentielle. J'étais avec le président de la République à l'hôtel Azalaï et on avait convoqué un des ministres du régime sortant
pour qu'il vienne nous trouver. C'était après l'élection et avant la prestation de serment. Et ce ministre est venu nous trouver à l'hôtel. Il s'est excusé de son retard en disant que j'étais au palais parce qu'il fallait rapidement signer le contrat de l'usine de dessalement. Je dis, mais comment vous pouvez continuer à signer des contrats alors que votre pouvoir est arrivé, a atteint sa date de péremption? Et nous avons rapidement regardé ce contrat. Le président a pris la décision de rapporter le décret. Nous avons discuté avec nos partenaires qui ont compris nos préoccupations. Et la procédure a été redressée et mise en conformité avec les lois et règlements. L'effort de soutenabilité de l'État est passé de 17,5 milliards par an pour la première phase et 35 milliards par an pour la deuxième phase, contre 20 milliards et 40 milliards dans le contrat initial. Et le prix de l'eau dessalée, qui était fixé à 427 francs mètre cube, est revenu à 389 francs mètre cube. La capacité de production des 2 centrales solaires sera portée désormais à 300 MW contre 150 MW dans le premier contrat, soit le double. La production supplémentaire sera revendue à la Sénélec au prix de 18 francs CFA le kilowattheure. Aujourd'hui, la Sénélec n'achète pas à moins de, monsieur le ministre, 80 francs ou 70 francs. Plus de 90 francs. Et dans la négociation, nous avons pu obtenir que le surplus généré sur les 300 MW soit revendu à la Sénélec à seulement 18 francs le kilowattheure, ce qui permettrait de baisser le prix de l'eau dessalée et de générer des gains au profit de la Sénélec. La SONES sera également actionnaire dans la nouvelle société de gestion de l'usine de dessalement de la Grande Côte, et l'État, à travers la SONES, en partenariat avec Aquapower, compte mettre en place des projets similaires dans la sous-région ouest-africaine. Donc, nous passons dans un partenariat beaucoup plus actif. La Sénélec sera également actionnaire de la SPV Énergie, la future société de gestion des 2 centrales photovoltaïques de 300 MWh. Et enfin, le partenaire va mettre en place un institut de formation au métier du dessalement en développement de partenariat. Toute chose qui n'existait pas dans l'ancien contrat. Toujours dans le domaine de l'hydraulique, il y a eu la phase 2, eau potable en milieu rural. Cette phase 2, nous l'avons renégociée pour un projet d'environ 60 milliards financé par nos partenaires. Nous avons pu négocier et aboutir à un surcoût de 11 milliards enlevé du projet. Finalement, de 85, le nombre de forages à réaliser est passé à 101. Des localités comme les îles du Saloum, les îles de la Casamance, le département de Médina Yoro Foulah, le Ferlo et Kédougou vont ainsi voir leur dotation augmenter. Ce projet, je l'avais lancé à Fass Touré le 3 février 2025. C'est entre autres